Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Dans les 3 prochains épisodes que nous allons voir, nous allons parler de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ça se résume en des massacres, en des batailles et en des massacres. Mais ça se résume aussi en des promesses brisées, des trahisons. En fait, la guerre nous offre toujours le pire côté de l'humain. Vous allez voir aussi dans quelques émissions des images difficiles à regarder, parce que ce sont de vraies images, des images de documentaires. Ce pas des jeux vidéo, puis c'est pas des films d'Hollywood, c'est des vrais gens. Pourquoi montrer ces images-là? On a hésité longtemps, parce qu'il faut les voir, pour pas que ça se répète. Malheureusement, nous savons que ça va se répéter dans les guerres futures. Et des guerres qui ont eu lieu. Je pense à la Yougoslavie, les guerres de Serbie, de la Croatie, et actuellement, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'agression de la Russie par l'Ukraine. C'est des viols, c'est des massacres, c'est s'en prendre à la population civile, tuer des femmes et des enfants, des innocents. C'est pas normal. Et pourtant, on le fait. C'est pour ça que voir ces images-là sont si importantes, parce qu'il faut se rappeler. Et à chaque année, dans toutes les villes du Québec, et particulièrement ici, à Thetford Mines, nous avons la cérémonie du souvenir. Nous y reviendrons. Avant de commencer la Deuxième Guerre mondiale, je veux juste vous rappeler quelques éléments qui ont précédé. Le pangermanisme allemand. Le pangermanisme allemand, c'était lorsque Hitler voulait former la Grande Allemagne et il y avait des Allemands dans des territoires extérieurs à l'Allemagne que l'Allemagne a récupérés. Je pense à la Sarre ou l'Anschluss avec l'Autriche, l'annexion de l'Autriche. Poutine a fait la même chose avec les États du sud de l'Ukraine, du Donbass à Kherson. Toute comparaison s'arrête là, cependant. Parce qu'à l'époque, Hitler avait sorti l'Allemagne de la crise économique et les Autrichiens, les gens de la Sarre, qui étaient des germanophiles, adhéraient à l'Allemagne. Peut-être pas à l'idéologie, mais certainement au succès économique de l'Allemagne. L'autre élément sur lequel je veux revenir, c'est le pacte Ribbentrop-Molotov, qui pour moi, puis disons-le, c'est une écœuranterie. C'est un pacte secret entre les Russes et les Allemands pour se partager des territoires. Ceci étant dit, nous allons commencer la Seconde Guerre mondiale. Et comment se fait ça qu'il y a une Seconde Guerre mondiale? Bien, tout d'abord, Hitler n'est pas isolé. Il y a des amis. Est-ce qu'il peut compter sur tous ces amis-là? Non, mais il y en a. En premier, en commençant par l'Italie de Benito Mussolini. Et ils se sont rapprochés considérablement, même s'ils divergent sur certains points de vue, ils se sont rapprochés. Donc, l'Italie est du côté de l'Allemagne. Il y a aussi l'Espagne de Francisco Franco. Hitler pense pouvoir compter sur les Espagnols puisqu'il les a aidés dans leur guerre civile. Si Franco est au pouvoir, c'est grâce à l'Allemagne qui a fourni des armes et qui est intervenue dans la guerre civile. Il y a l'Union soviétique, dirigée par Joseph Staline. Ce n'est pas des amis, mais ils peuvent très bien s'entendre entre dictatures. Il y a la Chine aussi qui est en guerre civile, qui est donc neutralisée, parce qu'elle pourrait éventuellement nuire à l'Union soviétique. Alors la Chine est en pleine guerre civile entre les troupes communistes de Mao Zedong, nous y reviendrons plus tard, et les troupes républicaines de Chiang Kai-shek. Il y a aussi l'Autriche qui a été annexée.
Et les États de l'Est qui vont devenir des États tampons plus tard de l'Union soviétique, je pense à la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie, la Croatie. Et il y a également le Japon, qui est un allié de circonstance, qu'on pourrait dire, où il y a des ententes entre l'Allemagne et le Japon. Le Japon rêve à son tour de réaliser la Grande Asie en annexant des territoires. Puis enfin, l'Empire britannique et l'Empire français qui ont des difficultés dans certains de leurs territoires avec des revendications nationales des colonies. Alors, c'est le contexte, et c'est donc un contexte qui se prête bien à un éventuel conflit quand on veut qu'un conflit soit la solution à nos problèmes. Je n'y crois pas. Je pense que la diplomatie sera toujours la meilleure façon. Et même si les pourparlers traînent, et même si les pourparlers durent, c'est pas mal préférable que de tuer des gens. Ceci étant dit, c'est une opinion personnelle, bien sûr. Avant de commencer la guerre en 1939, je veux revenir sur un événement qui s'est produit en 1937. L'agression du Japon envers la Chine, dans le nord de la Chine, dans la Mandchourie, qui va être annexée et qui va devenir le Manchukuo, où on va installer un empereur fantoche. Alors, c'est l'annexion de la Mandchourie. Mais il y a aussi également un massacre, le massacre de Nankin. Pourquoi parler du massacre de Nankin? Parce que malheureusement, ce sera une répétition de tout ce qui va se passer pendant les années de 1939 à 1945 inclus. Massacre, assassinat, massacre, assassinat. À Nankin, les troupes impériales japonaises sont entrées dans la ville et ont massacré les gens. Il y a eu des milliers de morts, c'est pas ma mémoire, mais on dit entre 20 000 et 80 000 tués, des gens qui ont été assassinés. Il y a même des soldats dans des hôpitaux, des blessés, qui ont été tout simplement assassinés dans leur lit. Des milliers de femmes qui ont été violées et assassinées, des enfants également, par les soldats de l'armée impériale nippone. Et évidemment que le Japon s'empare assez facilement du nord de la Chine. Revenons maintenant à l'Europe. La guerre a commencé officiellement, si vous voulez, mais pour moi, elle avait commencé déjà en 1937, mais la guerre a commencé officiellement le 1er septembre 1939. Et là encore, c'est une trahison, c'est un mauvais scénario. Les Allemands ont déguisé des soldats dans des uniformes polonais pour faire croire à une attaque d'un poste de radio à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, pour faire croire que c'est la Pologne qui a agressé l'Allemagne, ce qui était complètement faux. Ça me fait penser un peu au discours aujourd'hui de Vladimir Poutine qui dit que c'est l'Ukraine qui les agresse, franchement. Alors, l'Allemagne, le 1er septembre 1939, va franchir la frontière de la Pologne en se disant qu'elle est agressée, qu'elle se défend. Alors, personne n'est dupe, mais au moins, ce coup-là, les forces alliées, les forces de l'Occident vont réagir. C'était la politique de l'apaisement avant. On donnait tout à Hitler, mais ça ne donnait rien de lui donner tout ce qu'il voulait. Il en veut toujours plus. Alors, le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne et suivi dans la même journée par la France. Bien sûr, qui dit que le Royaume-Uni ou la France est en guerre, dit aussi que les dominions et les colonies seront en guerre. Pour vous donner des exemples, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, ça a été le 10 septembre. Il faut bien avoir un sursis d'indépendance à quelque part. Mais l'Afrique du Sud, Terre-Neuve à l'époque n'est pas une province canadienne. Terre-Neuve fait partie du Royaume-Uni et aussi l'Inde, le Nigeria, le Kenya, d'autres pays du Dominion britannique vont aussi entrer en guerre. Et bien sûr, les colonies de la France, je pense à l'Indochine, Vietnam, Laos, Cambodge, où on va recruter des soldats et des soldats également africains qui vont venir se battre du côté des Français et du côté des Anglais. Alors, là, on a l'Allemagne qui est en guerre,
puis on a aussi la France, le Royaume-Uni et tous ceux dont je vous ai mentionné. Mais plus ça va aller en crescendo, plus des pays vont s'ajouter dans cette guerre-là, qui commence à être mondiale, mais qui va devenir complètement mondiale. Il y a même des pays qui vont déclarer la guerre à l'Allemagne en 1945. Alors, ça s'ajoute continuellement au fur et à mesure que les années passent. Le 17 septembre, tel que convenu par le pacte Ribbentrop-Molotov, ou le pacte germano-soviétique, si vous voulez, tel que convenu, l'Union soviétique attaque la Pologne. Alors, essayez de vous imaginer que le 3 septembre, la Pologne est attaquée par les Allemands, puis 2 semaines après, la Pologne est attaquée par les Russes, sans déclaration de guerre. Là. Alors, la Pologne, un petit pays, mal équipé, mal organisé, ils ont des officiers, des soldats compétents, ils vont résister. Et d'ailleurs, leur résistance va durer 35 jours. Il va y avoir plus de 40 000 tués, 135 000 blessés. Ils vont résister pendant 1 mois, mais écoutez, tu es attaqué à l'ouest et à l'est par les forces d'armée qui se sont préparées, moins pour les Russes, mais certainement pour les Allemands, qui se sont préparés pour cette guerre-là. Alors, c'est désastreux, c'est épouvantable. Évidemment, les Anglais débarquent, les Anglais essaient de les aider, mais c'est un peu tard. Surtout que cette guerre-là, elle est nouvelle dans sa conception, dans sa nature. Et je vous dirais non seulement qu'elle est nouvelle, mais elle est absolument épouvantable. C'est un terme allemand qui s'appelle le Blitzkrieg et qui veut dire la guerre éclair. C'est quoi la guerre éclair? C'est une opération où on utilise les forces aériennes, navales, terrestres de façon massive afin de provoquer, d'enfoncer les lignes ennemies le plus loin à l'intérieur, revenir après pour les encercler. Et surtout, c'est une guerre économique, politique, où l'adversaire n'est pas seulement les armées, mais les villes et les civils. On l'appelle aussi la guerre totale. Alors, c'est une guerre qu'on va faire aux civils. C'était quelque chose, quand on se rappelle de la Première Guerre mondiale, c'est quand même une guerre qui s'est faite entre soldats dans les tranchées et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des villes martyrs, puis qu'il n'y a pas eu des assassinats, puis tout ça. Mais quand même, c'est un concept d'une guerre qui est absolument horrible. Le 31 mai 1939, le Danemark et l'Allemagne signent un traité, un pacte de non-agression. Je vous dis ça parce qu'on va y revenir rapidement là-dessus. Au mois de novembre, l'Union soviétique va attaquer la Finlande. Et là encore, un mauvais scénario. L'Union soviétique attaque un de ses propres villages, le village de Manila, pour faire croire que c'est la Finlande qui les a attaqués. Alors, l'URSS va attaquer la Finlande. Ils vont avoir beaucoup de difficultés. Cependant, avec la Finlande, on va voir que l'armée russe, dans le fond, n'était pas si prête que ça pour faire une guerre. Elle a des hommes, mais elle a très peu d'équipement. Et le 9 avril 1940, moins d'1 an, après le pacte de non-agression avec le Danemark, l'Allemagne, sans déclaration de guerre, va attaquer le Danemark. Le Danemark va se battre contre les Allemands pendant 2 heures. Puis après 6 heures, ça va être l'acte de capitulation du Danemark. Pourquoi que l'Allemagne attaque le Danemark? C'est que l'Allemagne vise la Norvège, parce que c'est là que l'Allemagne va chercher son fer. Et la Norvège étant davantage du côté des Alliés, même si ces pays-là se sont déclarés neutres, comme l'Allemagne veut assurer ses sources d'approvisionnement, elle attaque aussi la Norvège. Alors, c'est la campagne de Norvège. La Norvège va capituler après 3 mois. Alors, on est à quelques mois de la Deuxième Guerre mondiale et on est en 1940, un an après, parce qu'il y a eu une période où il ne se passait rien. On l'appelait la drôle de guerre. Mais à partir de là, après, là, le Danemark est tombé, la Norvège est tombée. Et à partir du mois de mai 1940, l'Union soviétique attaque les Pays-Bas, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, avec 500 000 hommes. Ces petits pays-là vont tomber. Ils vont devenir des républiques socialistes soviétiques forcées. Alors, on comprend qu'en 1990, ils ont repris leur indépendance, puis on comprend aujourd'hui leur agressivité face à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine,
parce qu'ils ont peur, à leur tour, d'en faire les frais. Au mois de mai puis au mois de juin 1940, l'Allemagne attaque sans déclaration de guerre, envahit la Belgique, la Hollande et les Pays-Bas. La Hollande, les Pays-Bas et le Luxembourg. Le Luxembourg va tenir 1 jour contre les forces allemandes, la Hollande 5 jours, la Belgique un peu plus longtemps. Pourquoi qu'on a attaqué ça? Parce que les Français avaient une ligne de défense qui s'appelle la ligne Maginot, et il n'y en avait pas en Belgique, parce que la Belgique n'avait pas voulu qu'on crée une ligne de défense face à son territoire, se sentant inquiète de la situation. Alors, le flanc mou était là. Alors, les Allemands vont contourner la ligne Maginot en attaquant tout simplement ces 3 pays-là. Ils passent à travers et viennent prendre les forces françaises à revers. Les Britanniques débarquent pour aider les Français. La guerre fait rage. Et les Alliés ont énormément de difficultés. C'est la blitzkrieg, ils ne sont pas préparés. Et il va y avoir à ce moment-là une évacuation massive de soldats à Dunkerque. Dunkerque qui est en France. Et il y a eu 338 000 soldats qui vont être évacués. Il va y avoir une centaine de mille qui vont être faits prisonniers, puis qui vont s'en aller dans les camps de concentration. On va revenir un peu plus tard sur les camps de concentration parce qu'il ne faut pas mettre tout dans le même paquet, là, mais il y a des camps de travail puis il y a des camps d'extermination, mais on y reviendra là-dessus. Le 22 juin, la France capitule. Alors là c'est sérieux, là, parce que l'Europe est entre les mains de Hitler, toute l'Europe de l'Ouest. Il y a des pays alliés, on les a nommés, il y a des pays neutres, puis il y a les pays qui ont été envahis puis occupés par elle. Et dans le cas de la France, c'est assez dramatique parce que toute la France du Nord est occupée par l'Allemagne. La France du Sud, on l'appelle la zone libre, elle n'est libre que de nom. C'est la France de Vichy, du maréchal Pétain, qui va collaborer avec les Allemands et qui va commettre des exactions. Il va y avoir même des contingents SS qui vont aller se battre dans les armées allemandes. Alors, c'est une France de collaboration. La France du Nord occupée, la France du Sud de collaboration. Le général de Gaulle n'est pas d'accord avec ça. Il va s'enfuir, il va se réfugier en Angleterre et à partir de là, il va demander à des Français de venir le rejoindre pour créer les forces françaises libres. C'est sûr que ça n'aura pas l'impact que ça devrait avoir, mais c'est très bien. Ça va aider beaucoup dans les événements qui vont arriver plus tard. Il ne reste que l'Angleterre. Et là va débuter la bataille d'Angleterre. Lorsque Neville Chamberlain a démissionné, qui était le premier ministre anglais, Winston Churchill l'a remplacé. Et dans son discours, il va promettre ceci: « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Et plus tard, lorsque les attaques se feront sur l'Angleterre, Winston Churchill dira « Quel qu'en soit le coût, nous nous battrons. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines, mais nous ne nous rendrons jamais. » Et c'est la bataille d'Angleterre qui commence. La bataille d'Angleterre, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement des bombardements aériens, des combats aériens avec les fameux avions Spitfire et Messerschmitt au-dessus de plusieurs villes anglaises. On bombarde les populations civiles. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, c'est les civils qui décident et on va faire pression sur les gouvernements pour que les gouvernements abandonnent. La Luftwaffe, qui est l'aviation allemande, ce qu'elle veut faire absolument, c'est anéantir autant le commerce, donc ils attaquent les ports, ils attaquent les gares, et ils détruisent les chemins de fer, ils détruisent les usines britanniques, ils attaquent les convois qui transportent des troupes ou qui transportent du matériel. Alors, l'objectif, c'est toujours la guerre totale contre autant les populations civiles que la destruction économique de l'adversaire. La bataille aérienne, aussi, il faut le mentionner, dans les escadrilles britanniques, il y avait aussi des escadrons de pilotes étrangers, dont, entre autres, il y avait des Polonais qui se sont illustrés durant la bataille d'Angleterre, mais il y avait aussi des pilotes canadiens
d'excellents pilotes, une centaine, dont plusieurs ont perdu la vie. L'espérance de vie d'un pilote à cette époque-là, elle est très faible. Et vous imaginez le courage de ces gens-là. En riposte, la Grande-Bretagne va commencer à bombarder quelques villes allemandes dans le nord de l'Allemagne. Mais c'est bien peu si on compare avec les bombardements qui ont lieu sur Londres. Un petit peu plus tard, les Allemands vont utiliser des fusées V1. On y reviendra, puis plus tard encore des fusées V2. Mais on est plus à la fin là, du conflit à ce moment-là. Maintenant, le conflit se transporte en Afrique. L'Italie va attaquer l'Égypte, va attaquer aussi la Grèce dans l'Europe. Il va y avoir la campagne de l'Afrique de l'Est qui va se faire un peu partout. On commence à se battre en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. Un des généraux très célèbres, le général Erwin Rommel, qu'on va appeler le renard du désert, va faire la conquête de l'Afrique du Nord pour les Allemands. L'Allemagne, soutenue par l'Italie, va attaquer la Yougoslavie. La Yougoslavie va résister quelques jours. La Grèce également, mais ces deux pays-là vont tomber également entre les mains des Allemands. Donc, on peut dire qu'en 1941, l'Europe est entre les mains de Hitler. Ce qui nous emmène à un conflit extrêmement important, c'est le Japon, où le 7 décembre 1941, sans déclaration de guerre, le Japon va attaquer Pearl Harbor, un État américain à Hawaï. 2400 morts et 1200 blessés, etc. Destruction de 180 avions de destroyers. Heureusement, les porte-avions avaient quitté le port de Pearl Harbor. C'est un hasard, là. Donc, ils n'ont pas pu couler le porte-avions. C'était quoi l'idée d'attaquer Pearl Harbor? C'était pour détruire la flotte du Pacifique, la flotte américaine du Pacifique. Les Américains n'étaient pas en guerre à l'époque, là. Ils étaient neutres, puis ils vendaient des armes à tout le monde, puis ils vendaient des céréales, puis toutes sortes de choses. Mais ils n'étaient pas du tout en guerre. Alors, mais l'idée, c'était de détruire la flotte du Pacifique parce que le Japon savait très bien qu'il n'y avait que les Américains pour être capables de les arrêter dans le Pacifique. Pourquoi que les Français ne sont pas capables de les arrêter? Bien, ils ont perdu la guerre. Ils sont entre les mains des Allemands qui sont des amis des Japonais. Donc, toutes les colonies au Vietnam puis partout, françaises vont collaborer maintenant. J'allais dire collaborer avec les Japonais, mais écoutez, c'est une collaboration entre guillemets, là. Ils n'ont pas envie de se faire attaquer, eux non plus. Alors, le lendemain, les Américains vont déclarer la guerre au Japon, mais ils vont déclarer aussi la guerre à l'Allemagne. Et la priorité sera l'Allemagne, parce que c'est là que la richesse économique et technologique est organisée. C'est en Europe. Alors, il faut abattre d'abord l'Allemagne, mais on va déclarer aussi la guerre au Japon. 24 heures plus tard, après le raid sur le Japon, 24 heures plus tard, les Japonais vont s'emparer des Philippines qui appartenaient aux Américains et vont débarquer en Malaisie. Là encore, c'est un déferlement japonais, des troupes japonaises dans le Pacifique Sud. Alors, les Philippines sont attaquées, la Malaisie, Singapour. Singapour, d'ailleurs, qui va tenir quelque temps. Hong Kong est attaqué. Hong Kong va durer 17 jours, la résistance, est défendue par des Britanniques et par des Canadiens. Il y a beaucoup de Canadiens qui sont là. Plusieurs vont périr, vont perdre la vie. Et il y en a un très grand nombre qui vont s'en aller dans les camps de concentration japonais. Les camps de concentration japonais, ils n'ont rien à envier aux camps allemands. Et là encore, c'est une guerre, c'est encore une série de massacres. Ce qu'on a vu à Nanking va se répéter également à Hong Kong, où les Japonais vont attaquer l'hôpital San Stephen, où il y a des blessés, puis ils vont les achever à coups de baïonnette. On pense qu'au moins 10 000 femmes ont été violées
et pour la plupart assassinés, des enfants également. Alors, on va exécuter les résistants, puis ou leurs familles, ou même des gens qui ne sont pas des résistants, mais ça s'est passé dans ce coin-là. On les réunit, puis on les assassine tout simplement. De 1939 à 1941, c'est les forces de l'Axe, autant du côté des Allemands, de l'Union soviétique, que du côté des Japonais, qui ont gagné sur tous les terrains. Les démocraties ont perdu. Les États-Unis viennent de rentrer en guerre. Le Canada était rentré en guerre, mais le Canada est faible, autant au niveau de sa population qu'au niveau de son armée. Alors, il n'était pas capable de résister. On a fait tous les efforts qu'on a pu, mais c'était loin d'être suffisant. Alors, si on avait vécu en 1941, je pense qu'il aurait eu lieu d'être découragé. Les forces de l'Axe, les armées japonaises sont à nos portes et la guerre continue. Merci. Ici Paul Vachon. À la prochaine.